Qu'est-ce qui pour vous fait un bon scénario? Un bon moment de partage, en vérité. C'est un bon moment de partage. Et qu'est-ce qui fait un bon moment de partage? Eh ben, c'est tout simplement des bons moments, des bonnes séquences partagées, des bonnes sessions de rire, des bonnes sessions de fun. Le scénario peut être, comment dire, très sérieux, très rigide, etc. Mais ça peut être un grand moment de partage et de fun. Et donc du coup on peut se dire j'ai passé un excellent moment. Tout comme le scénario peut être d'une simplicité mais à crever, et pourtant on a passé un excellent moment quoi, ensemble. Les meilleurs moments de jeu de rôle d'ailleurs c'est pas forcément sur des scénarios hyper complexes ou sur des quêtes hyper alambiquées. Quelquefois ça peut être, moi par exemple un de mes meilleurs souvenirs c'est avec mon équipe du mardi que je salue en partie, j'ai vu qu'il y avait Eclipse tout à l'heure. Il devait tout simplement une princesse malade, il devait aller la guérir en allant choper celui qui allait jeter la malédiction. Voilà, bienvenue dans un épisode de Merlin la série. Donc pas franchement bien épais quoi, ou Hercule à la rigueur, tu vois, c'est vraiment allez, on va filmer ça vite fait bien fait. Mais comme du coup ils sont partis dès le premier et demi à choper le vomi chelou qu'avait vomi la princesse, pourquoi? On sait pas, ils ont voulu le choper, le garder, le stacker, pourquoi pas. Sauf que ce vomi là il était acide, ils ont vu l'un des plus gros mobs, ils lui ont balancé le seau de vomi, et voilà, finito le mob en un coup quoi. Et ça a fait rire tout le monde. Et depuis, l'item magique quasiment dans chacun de mes scénarios, c'est un seau. Voilà, parce que voilà, dans le village il a ramassé un seau, avec le seau il a ramassé du vomi, avec le vomi il l'a balancé sur un des méchants. C'était très drôle, et pourtant c'était complètement inattendu dans un scénario basique quoi. Alors moi, j'aurais plusieurs trucs à dire. Bon, déjà, je suis d'accord avec toi, que ce soit côté MJ ou côté joueur, moi je trouve que c'est hyper important que ce soit un moment de partage et pas forcément de fun, mais d'émotion, je dirais. D'émotion, oui, c'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà, ça peut aussi être très cathartique et très dur aussi. Après, en tant que joueuse, moi il y a un truc, alors c'est pas un indispensable des bons scénarios, mais tous les scénarios qui présentent ça sont des bons scénarios dans ceux que j'ai joués. Mais je pense que des bons scénarios peuvent aussi l'être sans avoir ça. C'est avoir un bon début qui va vraiment te mettre tout de suite dans l'ambiance et faire que en fait, tu vas lancer vraiment une bonne dynamique pour la partie. Je pense au premier scénario de Cthulhu que j'avais fait où le MJ nous avait mis vraiment dans l'ambiance in media res avec le côté bon alors voilà, on lance la partie, c'est bon, tout le monde a sa feuille. Très bien, il y a une troupe qui enragée qui vous poursuit. D'ailleurs, il y a une hache qui vole vers toi, tu as 5 secondes. 5, 4, 3, et tu vois, en fait, c'était ma première partie de Cthulhu, et tout de suite, tu dis, oh putain, j'ai 5 secondes, ah oui, il est sérieux là, et paf, bah voilà, après t'es dedans, et tout le reste de la partie, même si finalement le scénario était pas forcément si complexe que ça, si angoissant et tout, vu le petit coup de pression qu'il nous a mis sur les 5 premières secondes, on était tous dedans, on était tous à fond. Et je trouve que avoir, alors pas forcément ce genre d'intro là, mais voilà, une intro qui marque et qui pose l'ambiance du jeu, je trouve qu'en tant que joueur, c'est vraiment très très agréable. Et en tant que MJ, alors là c'est plus spécifique au scénario qu'on va faire jouer plusieurs fois. Donc pas forcément une campagne, mais plutôt dans les one-shots que nous on va proposer en initiation et tout. Je trouve que le bon scénario, c'est celui qui va avoir plusieurs résolutions possibles. Ah oui, et par exemple, tu vois, j'adore faire jouer notre scénario de la prison parce que il a tourné peut-être 20-25 fois. Et à chaque fois, les joueurs ils nous sortent des trucs totalement différents et auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et je l'adore à cause de ça, en fait. Par rapport à d'autres que j'ai pu écrire. Les miens ont mis feu à la prison, par exemple. Ah bah, tu vois, ça par exemple, moi je l'ai jamais eu le feu à la prison. J'ai déjà eu ceux qui ont essayé de dresser des rats pour aller choper la clé. Ça c'était incroyable. J'ai eu ceux qui ont utilisé plusieurs éclats de bouclier pour se faire une sorte de tapis volant pour traverser le canyon. On a eu plein de trucs. Mais le feu à la prison, tu vois, je l'avais pas eu. Moi, le scénario braquage à la naine, le but est ça. C'est-à-dire que si tu veux, le but c'est de voir à quel point les joueurs sont capables d'imaginer un scénario de braquage où il y a 1000 façons de rentrer dans cette banque, et je l'annonce directement. Et voilà, ça c'est typiquement voir parmi les multiples choix que je mets déjà en place, c'est-à-dire je leur dis, il y a une possibilité, vous avez quelqu'un qui est expert en explosifs, vous avez quelqu'un qui possède la clé autour de son cou dans la prison, il y a une possibilité de se déguiser. En gros, je leur propose une palette, et même avec cette palette-là, j'ai des couleurs différentes à chaque fois et qui n'ont pas forcément rapport avec la palette proposée. Ça, je suis d'accord que c'est la force du one-shot. Mais là, je me permets de rebondir tout de suite du coup sur ce que tu venais de dire, Audrey.
comment dire, la bonne introduction pour moi, c'est pas forcément une introduction brutale, comment dire, directement dans chope justement la hache, parce que ça c'est qui tout double, c'est-à-dire qu'en fonction du groupe que tu vas avoir, soit ils vont rentrer dedans, soit ils vont être à l'extérieur, voire tu vas leur faire peur. Alors, je dirais que ça marche avec un bon MJ. Moi perso, je le tente pas forcément, justement. Moi, je serais pas assez confiant si je connais pas le groupe. Et pour connaître le gros groupe, pour moi, ça passe par une bonne introduction. Et la bonne introduction, c'est une introduction un peu plus calme, où justement les joueurs rentrent dans la peau de leur personnage, si tu veux. C'est-à-dire que je leur ai confié un peu de lore quand c'est un one-shot, mais il faut vraiment qu'ils mettent les habits de leur personnage, qu'ils prennent la peau du personnage pour pouvoir se dire « Ah oui, je suis cette personne-là, donc je peux réagir de cette façon-là, de cette façon-là. » Je trouve que c'est plus habile que de partir directement sur... T'as une hache qui te tombe sur la tête. Après, alors, remarque, donc je pense que ça dépend de l'époque. Et puis je pense que ça dépend aussi du scénario et que là, vu les personnages qu'on incarnait et tout, ça tombait parfaitement bien. Bien sûr, non, mais je dis pas que c'est une mauvaise introduction, mais je dis juste que moi, ça serait vraiment pas mon habitude pour le coup. Pour moi, un bon scénario, déjà, je vais faire la différence one-shot campagne. Pour moi, un bon scénario de one-shot, faut qu'il offre des libertés. Que ce soit sur la façon de se finir, etc. Ou sur la façon d'explorer, parce que j'ai vu des one-shots très très rigides. Faut qu'il se suffise à lui-même, tout en donnant l'opportunité d'une suite. Un des meilleurs exemples personnels que je peux prendre, c'est j'ai fait un one-shot à un groupe de joueurs au Geek Ferries. Et le lendemain, parce que du coup c'était le vendredi soir, et le lendemain ils sont revenus me voir en mode on veut la suite, on veut ce qu'il y a derrière. Et moi j'étais en fait c'est un one shot, j'ai rien écrit derrière, donc laissez-moi un peu de temps. Déjà laissez-moi profiter un peu du festival, laissez-moi un peu de temps et je vous donnerai la suite. C'est un groupe avec qui je me suis mis à faire une campagne plus tard. Et un bon scénario de campagne, c'est un peu plus complexe. Parce qu'il s'inscrit du coup sur la ligne d'un fil rouge. Il faut équilibrer du coup que ce soit pas redondant sur l'ensemble des scénarios qui ont composé la campagne. Il faut toujours laisser ce côté libre, etc. Si il n'est pas autosuffisant, c'est pas grave puisqu'il y a un avant et un après. Par contre, faut pas qu'il soit frustrant. Faut pas que ce soit moi j'ai une horreur quand je regarde une série ou quelque chose, c'est les épisodes filler. Et pour moi, une session filler dans un JDR, c'est pas possible. Faut qu'il y ait un petit élément qui ait été apporté. Il manque un joueur, c'est pas grave. Les autres joueurs vont faire une autre mission que ce qui était prévu de base, mais ils auront quand même eu l'impression d'avoir avancé sur la globalité. Même si, théoriquement, le scénario principal, où il nous faut tous les joueurs, a pas avancé en tant que tel. Du coup, vous préférez quoi, vous? Écrire des one-shots, écrire des campagnes? Les deux? Moi, je vais répondre campagne, sans trop de surprise, je crois, parce que moi, c'est cette idée d'étendre. C'est-à-dire que moi, je suis systématiquement... c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu au jeu de rôle, comme je l'ai dit. Je vois un personnage, même secondaire dans un film, je me dis... Un personnage, c'est avant tout quelqu'un. Il a eu une vie avant, il aura des choix et des actions qui l'ont mené à soit finir ici, ou en tout cas même carrément finir tout court ici. Et ça, c'est vachement intéressant, mais je me dis, est-ce qu'on peut en apprendre plus sur lui, quoi? Moi, je suis le genre de malade qui se dit, au 4e rang, il y a quelqu'un qui était vachement, qui avait une tronche un peu rigolote, et si on en apprenait un petit peu plus sur sa backstory? Faut pas abuser non plus, mais ce que je veux dire, c'est un peu cette idée-là. Donc l'idée que mes joueurs aient un lore qui soit très limité, ce qui est le cas dans un one-shot, ça me fait chier. Parce que je me dis, il y a encore quelque chose à raconter dessus. Le personnage est trop intéressant pour en rester là. Ou ne pas faire un préquel, ou ne pas faire un truc comme ça. Moi, je suis le diable si j'étais à Hollywood. C'est-à-dire que moi, si jamais la série marchait bien, il y aurait 20 préquels, 12 suites, et moi, j'y verrais aucun problème. C'est-à-dire que tant que justement j'aurais quelque chose de pertinent à ajouter sur le personnage, j'en mettrais des couches. Ce qui n'est pas le cas de tous les cinglés d'Hollywood qui, même s'il n'y a plus quelque chose de pertinent, mais du fric à se faire, ils mettent. Mais moi, je serais à peu près comme ça aussi. Non, je plaisante. Mais... Moi,
un peu pour les mêmes raisons, je préfère la campagne, même si j'adore faire des one-shots, parce que ça permet de faire découvrir, c'est vraiment le meilleur moyen pour faire découvrir à des gens l'univers que tu as créé, le JDR parfois, et du coup ça permet, il y a ce côté un peu plus initiatique avec le one-shot par rapport à la campagne, mais je préfère la campagne parce que la campagne, elle offre beaucoup plus de liberté, que ce soit au MJ ou aux joueurs. Elle offre notamment des libertés d'exploration. Ça c'est un truc que moi dans les jeux vidéo j'adore, c'est de pouvoir découvrir le monde par moi-même, sans aide extérieure, etc. Et pour moi une campagne c'est ça, c'est vraiment un moyen d'explorer, que ce soit pour les joueurs ou même moi en tant que MJ, il y a des fois où, ah bah oui les joueurs ils ont décidé de partir dans telle direction, j'ai rien prévu pour, même dans mon lore, c'est un truc où au final j'ai pas prévu ce genre de cas. Bah du coup ça va me permettre d'explorer, etc. Le plus gros inconvénient pour moi de la campagne, c'est que c'est extrêmement chronophage. Là où je voulais rebondir aussi, c'est que ça te permet de... Parce que c'est un jeu de psychologie aussi. Le MJ est un peu le psychiatre de ses personnages, ou du moins il essaye d'en connaître la psyché pour, savoir leur faire mal, faut aussi le dire, quand c'est nécessaire, avec leur backstory, ou justement les récompenser vis-à-vis du fait qu'ils se soient investis dans le personnage. Et donc du coup, pour connaître bien quelqu'un, il faut plusieurs séances de thérapie. Hein. En tant que psychologue amateur, tu dois en tant que thérapeute un petit peu savoir où sont ses doutes, où sont ses peurs, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas dans le jeu de rôle aussi, pour adapter, pour que ça reste du plaisir. Hein. On n'est pas là pour les torturer non plus, on n'est pas Hannibal Lecter comme psychologue. Psychiatre, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'aime aussi connaître le joueur et celui qui le personnage et celui qui l'incarne, le joueur. Je te laisse continuer, excuse-moi Audrey. Spontanément, j'aurais une préférence pour la campagne pour les mêmes raisons que vous. Par contre, je te rejoins Léo sur le côté chronophage, et personnellement, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que MJ, moi maintenant c'est un truc qui m'angoisse, la campagne. Parce que me sentir obligée de trouver un temps pour continuer ça et tout, vraiment ouais, c'est devenu une angoisse. Et c'est pour ça que maintenant, clairement, ce que j'ai envie de refaire, c'est ce que je faisais au tout début de L'éclat et l'ombre, c'est un mix en fait campagne one-shot, c'est-à-dire plutôt une succession de one-shot qui vont se rejoindre pour former une grande histoire, mais qui peuvent être joués vraiment de façon totalement indépendante. Et je trouve que c'est adapté en plus au format du Discord, où on a quand même pas mal de joueurs différents, pas toujours dispo pour faire des groupes cohérents. Et vraiment, voilà, j'aime bien l'idée de pouvoir faire des one-shots où tu peux venir une fois, ou tu peux venir à tous les scénarios, peu importe, mais tu vas faire des parties qui à chaque fois vont durer 2-3 heures et se suffire à elles-mêmes, mais où si tu les mets bout à bout, tu vas quand même avoir une progression sans pour autant te sentir bloqué dans une campagne. Et c'est là que moi je trouve que vous avez un avantage en tant que MJ par rapport à moi, c'est que moi je suis un malade mental, dans le sens où... Toi quand tu essaies de faire un one-shot, ça se transforme en tri-shot. Voilà, non mais c'est-à-dire que moi si tu veux, il y a justement un tel amour je pense, de l'exploration et de l'expansion, que je n'arrive pas à le contrôler des fois. Et cet aspect chronophage peut même me bouffer. À l'époque où je gérais un poil trop le Discord, j'étais quand même à 4-5 parties par semaine. Je faisais des crossovers, je faisais des séries alternatives, je faisais des préquels, il y a des PNJ secondaires qui ont eu leur propre campagne. Enfin bref, moi si j'étais un studio, ce serait Disney+. Je trouve que la succession de one-shot se prête très bien à ça, parce que si t'as envie de rajouter un one-shot qui va coller à un personnage secondaire et tout, ça marche bien aussi. Mais ça force en même temps à se limiter, parce que tu sais, moi je pars vraiment avec l'idée que il faut absolument que ce soit terminé à la fin de la soirée, quitte à raccourcir le truc. Et moi c'est ça, et c'est même mon plus gros défaut en tant qu'auteur, même tout court, c'est que moi j'ai du mal à... si on me disait tu vas écrire une histoire sans fin, j'en serais presque capable. Et pourtant, j'exècre ça. Un conseil pour écrire un bon PNJ, est-ce que vous en auriez un? Ouais. Je l'ai déjà évoqué plus ou moins tout à l'heure, mais un bon PNJ, pour moi, c'est quelqu'un qui vit, en fait. Un PNJ, ça ne doit pas se limiter à une fonction, genre j'ai perdu mon marteau, va chercher mon marteau, parce que je suis le forgeron. Non, le forgeron, il est né dans ce village, il a vécu les guerres précédentes, donc ça encore c'est du world building. Il a une famille, il doit rapporter de l'argent, il doit vivre. Pourquoi il est resté forgeron, pourquoi il n'est pas parti à l'aventure. Enfin bref, c'est un personnage complet avec de multiples couches.
Faut pas tomber dans trop la surenchère si jamais il apparaît que 2 secondes à l'écran, parce que sinon ça fait beaucoup de papier utilisé pour pas grand chose. Mais néanmoins, il vit. Voilà, je veux bien souligner ce mot-là, il vit. Il est peut-être pas aussi intéressant que nos personnages, sinon il serait le protagoniste, mais il est tout de même, il a une vie. Je suis assez d'accord avec Foucault, donc mon conseil ça allait être un petit peu la même chose. Et du coup je rajouterais, faut pas hésiter à en écrire trop sur un PNJ, dans le sens où il y aura toujours un joueur pour vouloir en savoir plus sur ce PNJ. Oui, toujours. Donc du coup, avoir prévu les relations familiales, par exemple les relations familiales, les hobbies, ce genre de détails, qu'on va pas donner quand les personnages vont rencontrer le PNJ. Mais qui sont là ou pas. Ça peut être aussi intéressant parce que du coup, quand les joueurs vont creuser pour apprendre à connaître ce PNJ, vu qu'il vit, bah il a tout ça autour. Bah, ça me semble être de très bons conseils, avec lesquels je suis bien d'accord. Moi j'aurais envie d'en rajouter 2, mais plus d'un point de vue comment faire pour les écrire quand on est MJ et qu'on n'a pas trop l'habitude d'en écrire. Le premier, ce serait un truc que toi tu fais, je sais, que moi je ne fais pas encore parce que j'arrive pas à bien écrire mes PNJ, mais enfin, j'arrive pas à bien les jouer surtout, donc je ne le fais pas. C'est d'avoir des PNJ récurrents que tu vas pouvoir ressortir d'un univers à l'autre et qui sont des PNJ qui vont vraiment avoir un gros charisme par exemple et qui vont avoir une personnalité vraiment marquante et que tu peux réutiliser dans des univers différents, dans des époques différentes avec quelques variantes, mais qui vont être vraiment tes personnages clés, on va dire, qui marquent les esprits. C'est plus un easter egg que si tu veux un PNJ utile pour moi. Alors pour l'avoir vu dans d'autres parties avec d'autres MJ, ce genre de choses, ça fait aussi un PNJ qui peut, avec lequel tu vas être particulièrement à l'aise à force de le faire, ah, oui. Et qui quand tu vas le jouer du coup va être un très bon PNJ. Et l'autre conseil que moi j'aurais envie de donner, c'est plutôt pour les MJ pas forcément très à l'aise avec les PNJ comme moi, ce serait d'écrire des PNJ que tu es à l'aise à jouer. Et moi je sais que par exemple maintenant quand je prévois mes scénarios, il y a certains PNJ que j'écris, je les écris parce que je sais que c'est des one-shots qui vont être joués par Philippe et que moi je ne vais pas jouer parce que je serai pas à l'aise pour les jouer. Et je me pose la question par exemple maintenant, j'essaye souvent de me mettre plus de PNJ féminins parce que je sais que j'ai moins de difficultés à les jouer que des PNJ masculins. Et je trouve que c'est important aussi de songer au moment de l'écriture à ce PNJ, quand je vais être face au joueur, est-ce que je vais réussir à l'interpréter correctement et quelles sont mes limites pour réussir à... Parce qu'il vaut mieux en fait se lancer dans un PNJ peut-être moins sympa que le PNJ parfait que tu as en tête, mais que tu es sûr de pouvoir interpréter correctement en fait. Et pour l'interprétation des PNJ, faut pas avoir peur du ridicule. Ouais, mais ça je trouve que c'est super difficile en fait. Ah oui, ça fait partie de la chose. Faut pas avoir peur de moduler sa voix pour incarner un personnage et la moduler d'une autre façon pour en incarner un autre, etc. Parce que c'est justement ces petits éléments-là, même si moi je sais que j'ai énormément de mal à moduler ma voix pour faire des personnages féminins qui aient l'air réalistes, mais je me force à le faire parce que ça permet d'avoir des personnages qui restent identifiables, qui restent associables à des éléments clés. Moi tu vois, je trouve que ça c'est un peu la difficulté que moi j'ai en tant que MJ, c'est que la plupart des MJ que je connais, soit de visu, soit que je peux suivre sur Twitch ou autre, c'est toujours des hommes. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des MJ femmes que je peux voir interpréter des personnages. Et du coup je galère énormément parce que j'ai très peu de représentation en fait, de MJ femmes interprétant par exemple des PNJ masculins. Alors que j'en ai énormément de MJ masculins interprétant des personnages féminins. Et du coup j'ai énormément de mal moi du coup à jouer correctement mes personnages masculins. Ça, c'est en anglais, mais il y a la campagne, les acteurs de doublage de Baldur's Gate 3 ont fait une campagne avec justement celle qui était la narratrice. Elle est bien. D'accord. C'est en anglais, mais c'était super intéressant. Ah j'irai jeter un coup d'œil. Mais alors là, ça c'est une question qui ouvre, qu'en ouvre une autre. C'est vrai que la représentation masculine est beaucoup plus forte dans le monde du jeu de rôle encore aujourd'hui. Ça se démocratise de plus en plus, mais c'est encore assez faible. Et alors chez les MJ, à plus forte raison. Donc bravo Audrey, entre guillemets, d'être dans les premières à défricher le terrain. Dans les premières, faut pas exagérer. Non, mais dans les premières... Attends. Non, mais tu sais, dans les premières, ça peut être les 100 premières, les 500 premières, etc. Moi, des MJ masculins blancs, barbus, avec le crâne qui se dégarnit, il y en a eu un ou deux, tu vois. Moi.
Voilà. Hein. Non, alors, j'ouvre encore sur une autre mini-question, justement, parce que je le vois s'afficher dans le chat avec avoir des PNJ sous le bras. Qui est un très bon conseil. Et alors, c'est un très bon conseil, et c'est là que moi je vais me permettre de peut-être faire une hérésie pour certains d'entre vous, mais c'est là où je trouve que l'IA peut nous aider en tant qu'outil. Je m'explique. Je vais jusqu'au bout avant que vous me jetiez des pierres. Non, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que quand il faut improviser rapidement, mais de manière complète, sans pour autant ruiner son lore, avoir un assistant IA, c'est quand même bien pratique. Moi, je dois avouer que j'y ai fait appel une ou deux fois quand j'étais vraiment fatigué, et que j'étais vraiment tombé sur des cols. C'est-à-dire, typiquement, moi je suis pas maître dans les arts culinaires. J'aime bien cuisiner, mais... Franchement, je cuisine pas tous les jours de la cuisine médiévale. Je vais demander à ChatGPT, donne-moi 5 plats d'auberge rapidement, parce que par exemple, ils vont me demander des plats d'aubergistes auxquels j'ai pas pensé, ou vous avez pas autre chose sur le menu. Là, j'avoue que ma capacité à improviser est limitée sur ce sujet, parce que ma culture est limitée dessus. Il y a des trucs, improviser de l'histoire, des guerres, ou ce que tu veux, ça, pas de problème. Mais alors, culture musicale du Moyen-Âge, culture culinaire du Moyen-Âge, même fantasy, hein, waouh, je vais avoir du mal. Et l'IA, elle va avoir une force créatrice limitée, dans le sens où c'est assez générique, je suis d'accord, donc je ne me baserai pas à 100% sur l'IA, mais un petit coup de pouce dans un domaine particulier, ça peut être pas mal. La dernière question, c'était comment prendre en compte la sensibilité des joueurs quand on écrit un scénario. Alors, je citais le principe des X-Cards parce que je sais qu'il y en a qui utilisent ça. Est-ce que vous avez des astuces à ce niveau-là, des choses que vous aimez bien utiliser ou Sophie en fait, moi, il y a la session 0, tout simplement, où... De toute façon, en général, j'ai pris l'habitude là sur les derniers groupes de faire passer une fiche de consentement, parce que j'ai pas un univers particulièrement joyeux, faut être honnête, et où du coup, il y a certains éléments qui peuvent faire appel à certaines phobies ou des choses comme ça. Donc du coup, je préfère prévenir les joueurs. Soit les joueurs me disent bah voilà, j'ai telle phobie donc je veux pas, et donc du coup j'adapte le scénario en fonction. Soit j'ai carrément un scénario qui passe, parce que je pense au one-shot, où du coup je viens toujours avec 3 voire 4 one-shots différents, où je fais en sorte qu'il n'y ait pas des trigger warnings en commun, pour pouvoir proposer des one-shots différents à des personnes qui justement ne pourraient pas jouer tel ou tel scénario. Pour les campagnes, j'essaye de jouer qu'avec des gens que je connais déjà de base, j'essaye, c'est pas toujours évident. Et si je les connais pas, je fais cette session 0 qui en général est un peu plus longue que les autres sessions où on ne joue pas. Et c'est pas juste la création des personnages, c'est se calibrer sur les attentes, se calibrer sur ce que chacun peut ou ne peut pas vivre et veut ou ne veut pas vivre, en fait comme en GM, lors d'une session JDR et lors de la campagne. Pour moi, c'est pas je vais adapter un scénario au dernier moment par rapport à ça, c'est je vais essayer de prendre l'information en compte à l'avance, et comme ça je suis sûr d'éviter le plus possible l'info pas. Je comprends bien, moi ça vient en effet sur 3 étapes, je dirais. La première, c'est même quand j'invite les gens à venir sur mon scénario, c'est-à-dire je leur précise bien de quoi ça va globalement parler, c'est-à-dire que si je les fais venir sur un SO, la campagne SO, ou sur Channel Fear, bon, on s'attend à ce que ça sente les tripes et le sang, quoi. Et par exemple, Coco, il est maladif de la vue du sang, hein, et il n'aime pas ça. Donc je savais qu'il fallait que je dose. C'est-à-dire le bouton volume, quand c'était sur lui, il fallait... J'y vais, mollo. Après, comme on se connaît bien, j'aime bien un peu le titiller, mais il faut respecter les attentes de ces joueurs dès le début, quand tu sais dans quoi tu vas t'embarquer.
Je vais pas jusqu'au, comment dire, je vais pas jusqu'à une fiche de consentement pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une technique assez habile, juste parce que j'ai pas pris le temps de la faire pour l'instant. La deuxième partie, c'est la création de personnages, même pour des one-shots entre amis, bah, par exemple, là ce week-end, j'étais invité sur 3 jours, la création de chaque personnage, c'est bien 30 minutes, 45 minutes, même pour un scénario qui était assez simple, hein, sur, je crois que c'est les Chroniques oubliées, c'est une façon un peu low cost de s'entrer dans le JDR, donc des fiches très simples. Ça prend 30 minutes déjà pour l'explication de mécanique, mais aussi pour que je comprenne quel personnage il a envie d'incarner. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Est-ce que j'ai envie de jouer un explorateur? Est-ce que j'ai envie de jouer une personne avec un passé tragique qui va plutôt le développer, etc. etc., etc. Et la troisième, c'est cet aspect psychologue que j'ai évoqué avant, à savoir, pendant les parties, je vais les analyser, je fais leur psychologie, j'essaye de voir les éléments les plus sombres de leur âme et les éléments les plus lumineux qu'ils attendent de chacun de leurs personnages. Donc c'est pour ça que je préfère la campagne au one-shot, c'est que pendant la campagne, là, tu apprends à devenir le psy de tes personnages et après même des fois de tes joueurs. Donc du coup, de là, c'est certes chronophage, mais tu sais où sont leurs limites, et si jamais tu les as dépassées, c'est tout l'intérêt de la 4e étape, moi le débriefing que je fais à chaque fois, et j'y tiens particulièrement, ça, moi, peu importe que la session soit finie et que les gens soient crevés, j'ai envie qu'ils lâchent sur le cœur ce qu'ils n'ont pas apprécié dans la campagne, parce que si ça reste, après ça va pourrir l'ensemble, on peut pas, c'est presque un travail qu'on fait ensemble, et donc on peut pas rester sur du négatif. Je te laisse donner ton opinion parce que là j'ai trop parlé et il me reste trop peu de temps. Bah écoute, moi je te rejoins sur le côté débriefing qui me semble aussi très important. Alors pas forcément juste en fin de soirée parce que justement j'ai peur souvent si on fait ça que les gens disent oui c'était bien parce qu'en fait ils sont crevés, ils ont hâte de partir. Mais je trouve que c'est important de laisser la possibilité de faire un retour, même le lendemain, tu vois, à tête reposée. En tout cas, il faut qu'il y ait un retour. Ça, pour moi, c'est le point important. Après, alors, quand on a l'occasion de discuter avec les joueurs avant, qu'on les connaît, ou notamment quand on fait les parties sur Discord, si les scénarios, je sais qu'ils vont comporter quelques trucs un peu sensibles, j'aime bien, un peu comme tu le fais aussi, prévenir un peu en amont et puis que les joueurs aient la possibilité de signaler d'éventuels triggers. Ça oui. Sur des joueurs qu'on connaît pas du tout et qu'on va découvrir en convention, là, un peu comme le dit Gemini, moi je trouve que c'est important que ce soit énoncé clairement en fait alors pas forcément dans l'intitulé du scénario, mais tu vois nous quand on fait nos affiches par exemple là pour tête haute, on précise qu'on a une table, c'est l'éclat et l'ombre et on précise entre parenthèses fantasy médiévale, mais quand on fait jouer l'hôpital on précise horreur en plus. Parce que voilà, du coup les joueurs qui vont dessus savent quand même que globalement ils peuvent s'attendre à des trucs. Faut pas de trick sur la marchandise, ça c'est voilà, sûr. non mais enfin voilà, faut que ce soit un truc qui soit quand même assez clairement annoncé du style de jeu sur lequel tu débarques. Après, quand on joue sur Discord, moi ce que je trouve important aussi, et c'est un des avantages pour le coup du jeu en distanciel, c'est que les joueurs ont quand même toujours la possibilité de contacter le MJ discrètement à l'écrit pendant la partie. Et je trouve que des fois c'est pas mal aussi de pouvoir passer l'info sans que les autres joueurs soient au courant, et des fois ça peut aussi résoudre des situations.